Allez, c'est en cours, c'est pas encore. Non, ça y est. Allez, c'est bon. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous. Bienvenue sur ce meet-up, premier meet-up bordelais. Enfin, on l'attendait. Je ne sais pas si vous l'attendez, mais nous, en tout cas, on est vraiment, vraiment ravis de vous rejoindre, de rejoindre ce super club. Merci Jean-Pierre pour ces applaudissements. Donc aujourd'hui, on a la chance pour cette ouverture d'accueillir Julien Duloup et Thomas Lénard qui vont nous faire un retour d'expérience sur leur grand sujet Power BI. Donc on a vraiment hâte. Donc merci à eux déjà d'être parmi nous. Pour commencer, on a toujours une petite introduction au club Power BI. C'est une communauté. Quand les diapos vont bien vouloir avancer. Ah, déjà, voilà. Donc, retour d'expérience ce soir, mise en place de Power BI chez Cdiscount. Ça, c'est ce qui vous attend. Une première slide de bonnes pratiques. Les bonnes pratiques, donc, essayez de couper vos micros le temps de la présentation et puis éventuellement couper vos caméras. Je vous invite à poser vos questions dans le chat et on les garde pour la fin. On a un temps qui est prévu pour. Donc, ne vous inquiétez pas, on note tout et Julien et Thomas y répondront avec grand plaisir. Donc, pour ceux pour qui ce serait la première fois, le Club Power BI, donc c'est un club, c'est une association. Il me semble que cette association a plus de 4 ans, si je dis bien, Jean-Pierre, Tristan. C'est bien ça? On est bon? Je pense qu'on est bon. Oui, c'est ça. 4 ans? Ouais, début 2017. Ouais. Super. Donc voilà. Donc ce club, il a une adresse à connaître, c'est clubpowerbi.com. Donc si vous ne la connaissez pas, la voici. Vous y trouverez donc des liens pour les meet-up, les vidéos systématiquement enregistrées et mis au maximum en temps réel pour vous puissiez y accéder ou rattraper toutes les infos, des forums vraiment, vraiment actifs. Donc c'est par là qu'il faut aller s'inscrire. Profitez-en, vraiment. Donc c'est une communauté qui est riche. J'ai envie de dire, elle est riche en connaissances et elle commence à être riche aussi sur le territoire. Donc voilà, ça a commencé à Paris avec Jean-Pierre et Tristan qui nous font l'honneur d'être là pour l'ouverture de Bordeaux. Donc merci aussi à eux qui ont ouvert ce super club. Lille pour Guillaume et Julie. Guillaume que vous avez peut-être vu pour certains la semaine dernière sur le Scan API. Isabelle et Arnaud pour la Belgique qui ont également cette année rejoint le club Power BI, tout comme Bordeaux. À Strasbourg, la semaine prochaine, d'ailleurs, on retrouvera Philippe. Un grand sujet, SaaS en live connection. Donc là, je pense qu'il faut vraiment s'y connecter. Il y a de la volumétrie, il y a vraiment des sujets qui font envie. Sur Lyon, vous trouverez Marie et Thomas. Pour Aix, c'est Joël et Franck. Pour Nantes, c'est Dimitri. Et enfin, l'autre team bordelaise, donc avec Christophe, Yass et moi-même, pour vous accueillir pour cette saison-ci du moins sur le club bordelais. Donc vous retrouverez Yass et Christophe au courant de l'année également, ainsi que toutes ces personnes que vous voyez ici pour parler Power BI et Power BI. Le planning qui était prévu toute cette saison 6, donc le Rex aujourd'hui c'est Discount. Donc vous voyez les dates le 23, le 2, le 7 et le 13 décembre. Une suite de meet-up également auquel vous pouvez et vous pourrez participer et un meet-up de Noël bien sûr pour terminer. C'est tout nouveau pour le club Power BI. Il y a eu une session il y a 1 ou 2 semaines. Donc voilà, c'est un nouveau format qu'on vous propose, très dynamique, c'est un format court. Voilà, on vous propose de partager en live une fois de plus les nouveautés, retour d'expérience rapide. Donc ce nouveau format pour vous, n'hésitez pas. Donc le 25 novembre, c'est à 18h30. Donc vous pouvez également venir nous rejoindre avec grand plaisir. Ce que je propose de faire, c'est passer, avant de commencer la présentation, la parole à Yass et Christophe. Pour ma part, je ne me suis pas présentée en 2 mots. Donc, Gaëlle Leclerc, passionnée de Power BI. Je suis consultante BI chez Axus. Et donc, je suis accompagnée cette année pour la saison 6 de mes collègues Christophe et Yass, à qui je passe la parole. Allez-y.
Donc enchanté, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a Soteru Kachou, donc également grand passionné de Power BI, donc très content de faire cette première du club bordelais. On aurait évidemment préféré que ce soit en physique, mais bon, ça devrait venir normalement. Et puis même pour la prochaine fois, on devrait avoir pas mal de place pour pouvoir vous accueillir sans spoiler. Voilà. Bien, bonjour, moi c'est Christophe Fano, donc un des 3 mousquetaires de Bordeaux, voilà, ravi d'être dans cette équipe. Et voilà, moi, avec un profil plutôt utilisateur métier, plutôt orienté sur les métiers de la finance, donc j'ai vraiment une orientation précise, un peu moins technique que la grosse majorité des membres des organes du club et des gens qui ont créé ce club-là. Et en tout cas, voilà, j'ai des choses à dire. J'utilise pas mal Power BI au quotidien dans mon métier et ça me fait gagner beaucoup de temps. Et voilà. J'ai découvert Power BI il y a à peu près 2-3 ans et depuis, je persévère dessus et je regarde toutes les vidéos du club pour progresser en fait. Voilà. On y arrive, on progresse, il ne faut pas croire. On y arrive. Juste avant que tu démarres, Gaëlle, ouais. J'ai une petite annonce. Je pensais que tu aurais mis le slide. Vous parliez de retour en présentiel. Ça arrive le 2 décembre à Nantes. Notre premier meet-up en présentiel qui revient. Donc, on va faire les annonces. Ça a été publié sur Meetup tout à l'heure. Vous pouvez déjà vous inscrire. Mais si vous êtes dans la région nantaise ou vous avez envie d'aller jusqu'à Nantes, on redémarre le fait d'être convivial. Alors évidemment, mesures sanitaires, passe obligatoire, le masque pendant la session, mais on sera content de vous, avec Dimitri, de vous accueillir à Nantes pour ce retour. Voilà, et je vous rends la main. Bravo les Bordelais et démarrez. Let's go. Petite annonce, hein, c'est Power Platform 18-19, c'est jeudi, vendredi. Pareil, des beaux sujets. Côté Club Power BI, je crois qu'on est, alors pas moi pour le coup, mais 3-4 sont là pour présenter des sujets autour de Power BI, mais pas que. Donc, allez-y, on peut encore s'inscrire, il me semble. Les adresses sont là, donc allez-y, foncez. Voilà, les différents sujets donc par Jean-Pierre, Tristan, David, Joël et Guillaume, et enfin Philippe, voilà, qui présenteront sur ces 2 dates ces différentes sessions. Ce que je propose de faire, c'est de passer la parole à nos 2 speakers qui sont là aujourd'hui, qui vont également se présenter, donc Thomas et Julien. Juste avant, est-ce que Djibrila pourrait enlever sa caméra? Oui, s'il vous plaît. Pas bien aussi, si tu veux juste enlever la caméra aussi. Merci. C'est bon. Faire dynamique alors. Le Gaël l'a dit. Donc, moi je me présente, je m'appelle Julien Dulou, je suis responsable IT data chez Fujitsu. Voilà. Il y a toute l'organisation, au lab Microsoft, Club Power BI de nous inviter en tant qu'entreprise bordelaise d'inaugurer le Club Power BI bordelais. Et Thomas Liénard, je suis un expert Power BI, je suis consultant chez Telio, qui fait du consulting spécialisé dans la data à Bordeaux et aussi à Lyon. Et, je suis intervenu chez Cdiscount pendant presque 2 ans pour aider Julien et l'équipe data à déployer la plateforme cloud et notamment Power BI. Ok, bon, on va rentrer dans le vif du sujet alors. Julien, le son n'est pas top. Il faudrait que la voix porte plus. On va parler un peu. Pas à parler plus fort, même après. Rapprocher, là, c'est mieux. Voilà. Ok, ça va. Okay. Bon, on va faire une petite page de pub. Je vous rassure, ça va être très court, mais je pense qu'il y a pas mal de monde et normalement, au moins un tiers des personnes ici connectées connaissent Cdiscount. Donc, c'est une entreprise qui a quand même 20 ans, plus de 20 ans. Elle a été créée en 98. Donc, c'est tout ça pour dire qu'effectivement, c'est un acteur Cdiscount est un acteur de longue date sur le e-commerce et on a défini une vraie expertise évidemment dans le domaine. Donc voilà, les gens ne le savent pas forcément, mais voilà, Cdiscount, ça a plus de 20 ans puisque ça a été créé en 98. Et à ce titre, évidemment, on a une position de leader français du numérique et l'entreprise Cdiscount aujourd'hui, c'est un peu plus de 2000 collaborateurs dont le but est de favoriser l'accès aux biens et aux services au plus grand nombre
Voilà. Quelques chiffres clés de l'entreprise, puisqu'aujourd'hui, voilà, Cdiscount est un des leaders, c'est plus de 4,2 milliards de volume d'affaires. Ces chiffres sont assez importants parce que c'est des chiffres, évidemment, et c'est des données qu'on va retrouver dans nos... Donc, vous comprenez, vu les chiffres que je vous présente là, que ça brasse quand même beaucoup de données. Donc, c'est voilà, quasiment un tiers des Français qui se connectent à notre site par mois. Donc, plus de 23 millions d'utilisateurs, c'est 10 millions de clients actifs, 100 millions de produits disponibles sur la plateforme et à peu près 100 000 commandes jour. Donc, tout ça, effectivement, génère de la donnée qui va être analysée via notamment notre plateforme Power BI. L'histoire de Cdiscount, alors, c'est important de rappeler ça parce que si on est là depuis 20 ans, c'est que on a réussi à suivre et à prendre des virages stratégiques. Donc, évidemment, au tout début, Cdiscount ne vendait que ses produits en propre et était un pur e-commerçant, un pur retailer du commerce. Et en fait, le premier virage stratégique, ça a été évidemment de croire dans l'émergence des marketplaces et de monter la marketplace. Et ça s'est fait donc en 2010-2011. Ça a été le premier virage stratégique qui permet encore aujourd'hui à Cdiscount d'être présent et d'être un leader sur le marché. Et enfin, le dernier virage stratégique, on est en plein dedans, c'est fort de cette connaissance et de cette maîtrise de marketplace, c'est de construire des solutions, cette fois-ci pour aider tous nos clients, et pas que des clients, pas des clients finaux, mais aussi des clients d'entreprise, et aider tous ces clients B2B à construire eux-mêmes leur marketplace. Donc voilà le dernier virage stratégique qu'on est en train de prendre et qui va nous permettre, d'après notre PDG, de doubler notre volume d'affaires d'ici 5 ans. Et tout ça, évidemment, n'est possible que si on a une plateforme technologique au point et qui tourne, parce qu'accueillir 20 millions d'utilisateurs, mettre en ligne plus de 100 millions d'offres, ça demande une plateforme technologique derrière assez importante. Et du coup, l'entité technologique de Cdiscount est importante et accompagne le site dans sa transformation. Donc, c'est plus de 800 collaborateurs qui font partie de la DSI aujourd'hui. Donc, on est une quarantaine à la data. Et du coup, c'est une entreprise qui évolue rapidement et on recrute énormément de gens dans le monde de l'IT. On a prévu à peu près un peu plus de 150 recrutements sur l'année qui vient dans tous les métiers de l'IT. Donc voilà, n'hésitez pas, je passe le message, il y a des annonces en ligne. Je vais rentrer dans le vif du sujet maintenant sur notre déploiement Power BI. C'est important de savoir d'où on vient et aussi évidemment d'où on va, mais pour savoir où on va, c'est important de refaire un peu l'histoire. Comme pas mal d'entreprises françaises notamment, on avait à l'époque en 2005 choisi un outil de reporting qui s'appelle Business Object, enfin ça s'appelle Business Object. Et moi quand je suis arrivé en 2015 dans l'entreprise, on avait une grosse plateforme BO et qui tournait avec un peu plus de 12 000 rapports. Donc, vous voyez, on était moins nombreux, on n'est même pas 2000 salariés, il y avait 1500 salariés à l'époque. Et donc, voilà, ça fait pas mal de rapports par salarié. Et du coup, l'outil était exclusivement utilisé pour faire de l'extraction de data. Donc, je pense qu'il y a plein de gens parmi vous qui ont connu cette période. Donc, BO, Business Object, était un extracteur de données. Évidemment, cette donnée était retravaillée dans Excel par l'ensemble un schéma assez classique. Et on était loin de la BI as a service et du coup, on s'est posé la question de comment on peut améliorer, comment on peut aider nos utilisateurs à mieux comprendre leur data. Et donc, on s'est dit, OK, on va faire un schéma directeur. Et dans le schéma directeur, il y a eu plusieurs choses qui sont ressorties, et notamment le fait de changer d'outil et de passer dans un mode de consommation de la donnée complètement différent au sein de Cdiscount. Donc, un des choix qui a été fait, ça a été de sortir de Business Object et de le remplacer par Power BI. Donc, on a commencé la première année en 2018 par implémenter la plateforme on-prem. Et assez rapidement, on a décidé d'aller vers le cloud plutôt en 2020 pour justement avoir bénéficié des fonctionnalités qu'on n'a pas sur le on-prem et notamment aussi de la qualité de service de la plateforme. Entre-temps, pour accompagner ce changement, alors c'est bien d'avoir des super outils, mais vous savez que évidemment l'outil ne fait pas tout. On peut avoir le meilleur outil
très mal utilisé. Et, donc, on a décidé de mettre en place un programme de gouvernance data. Je ne vais pas trop en parler ce soir, mais c'est juste important de dire effectivement que suite à cette implémentation, on a aussi décidé de mettre en place un programme d'accompagnement de nos utilisateurs avec des nominations de data owner côté métier, une équipe de data management dédiée à l'accompagnement de nos métiers et la gouvernance data, et aussi restructurer toutes nos données sous-jacentes par silo métier pour que les utilisateurs puissent mieux s'y retrouver dans l'utilisation de cette data. Donc, ce qu'on a fait en 2020, on a basculé sur le cloud et on en a profité aussi pour arrêter complètement nos plateformes. Voilà, on avait pris la décision d'arrêter un BO en 2017 et on a mis quasiment 3 ans à se désengager de l'outil. C'est normal, ça prend du temps et on avait aussi du peu. Donc maintenant, on a vraiment décidé de n'avoir plus qu'une seule plateforme pour tout ce qui est reporting, analyse ad hoc et dashboard. La suite maintenant, on y est quand même un peu. Vers quoi on se projette? On a commencé à regarder de l'embedded. Pour nos clients B2B, on fournit des portails d'informations à nos clients externes qui puissent se connecter. Alors, pas le client finaux, nos clients B2B. Et quand on fait ça, on met à disposition aussi un ensemble de reporting et on a décidé d'intégrer dedans du Power BI pour faciliter leurs analyses. Et donc, on a mis de l'embedded. On commence tout juste à mettre en place de l'embedded pour nos clients. Pour nos clients B2B, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine? On va revenir un peu plus en détail dessus. Mais les points clés pour nous sur 2022, c'est vraiment arriver à bien mesurer les usages de la plateforme, donc monitorer cette plateforme. On doit encore progresser là-dessus. On ne sait pas toujours ce qui se passe. Les pipelines de livraison, industrialiser le cycle de livraison, partir aussi sur de l'autoscaling et certifier les contenus. Beaucoup plus utiliser les shared datasets que ce qu'on fait aujourd'hui. Et aussi mettre en place de la traduction automatique, parce que parmi nos clients B2B, on a aussi des clients étrangers. Donc, c'est important pour nous d'avoir cette fonctionnalité en place. Quelques chiffres clés sur notre plateforme. On a démarré en P1, parce qu'évidemment, on n'avait pas encore tous les utilisateurs. Assez rapidement, on s'est dit qu'effectivement, on devait passer en P2, donc on est en Kappa Premium. Aujourd'hui, on a quelques dépassements de capacité, mais c'est ponctuel dans la journée. On verra aussi comment on travaille là-dessus. On a un peu plus de 1100 rapports, voilà, plus de 1500 utilisateurs uniques par mois. Alors, ce chiffre est assez intéressant parce que tout à l'heure, je vous l'ai dit, on est un peu plus de 2000 salariés dans l'entreprise et on se rend compte qu'on a 1500 utilisateurs uniques par mois. Donc, il y a beaucoup de gens chez Cdiscount qui consomment de la donnée. Donc, on a un énorme taux d'utilisation en fait. On a, sur l'ensemble de ces utilisateurs, on a un peu moins de 200, à peu près 250 vraiment personnes, data analystes qui créent les rapports et qui les diffusent sur la plateforme. On commence à faire pas mal de datasets incrémentaux, ça fait des bonnes pratiques sur lesquelles on parle tout à l'heure. Et aussi, on a une communauté interne d'utilisateurs Power BI sur Teams et qui est assez présente et qui marche bien puisqu'on a un peu plus de 330 utilisateurs actifs. Comment ça se passe aujourd'hui chez nous quand quelqu'un veut créer du contenu et l'utiliser? Alors, on a au-dessus, c'est la plateforme cloud évidemment. On a un créateur qui est on-premise, qui va créer du dataset, qui va créer son rapport et qui va le publier dans un workspace. Alors, il y a deux types finalement de sources de données. Évidemment, il y a des sources de données internes au réseau Cdiscount qui sont accédées via la gateway. Donc là, on a des bases de données SQL, de l'Excel, des cubes SSAS. Ça peut être aussi du fichier plat. Donc là, on a des connexions via la gateway. Et on a aussi toutes nos sources de données qui sont sur le cloud. Donc du coup, qui nous permettent de ne pas passer par la gateway. Et donc, on a notre plateforme Snowflake, on a aussi du OneDrive et du SharePoint. Et une fois que effectivement le créateur a publié tout ça dans un workspace de manière sécurisée, on reviendra sur la sécurité qu'on a mis en place. Les lecteurs accèdent au contenu uniquement aux applications. C'est un choix qu'on a fait. Le profil de lecteur, donc des personnes qui ne modifient pas évidemment les rapports,
accède uniquement à des applications et n'accède pas à des rapports dans les workspaces. Voilà, donc pour accompagner tous ces utilisateurs, on a mis en place un programme. Oui, effectivement, j'ai zappé les QCM, Gaël, tu voulais… Oui, effectivement, en fait, Julien et Thomas avec quelques questions, je peux peut-être les poster. On va voir si ça fonctionne comme prévu. Oui, on a prévu quelques questions pour Quand même, un peu mieux vous connaître. Je vous laisse noter. Première question, quel est votre avancement sur Power BI aujourd'hui? Et pendant que vous répondez, il y avait une petite question, vos cubes Analysis Services sont cloud? Non, c'est tout sur des serveurs on-prem. On a 4 cubes, je crois qu'il y avait sur les serveurs on-prem. Oui, c'est ça. Et vous vous y connectez comment depuis Power BI? C'est du live. Ça répond aux questions. Me relever là. Allez, j'envoie la deuxième question. Comment vous utilisez Power BI? Parti. Si on fait du croisement avec d'autres ressources depuis très récemment, depuis qu'il y a la nouvelle fonctionnalité de Direct Query, Composite, voilà, le Composite entre les datasets Direct Query et Analysis Services. Donc, je crois que c'est depuis décembre 2020 qu'il y a cette fonctionnalité. Mais avant, effectivement, tout passait par les changements internes au cube on-prem, donc on ne pouvait pas croiser. Les 27 datasets incrémentaux, par contre. Oui, on en a beaucoup plus. Alors ça, c'est un axe d'amélioration. On reviendra un peu dessus sur les… Christian, je reviens sur ta question après. Ouais, donc effectivement, on a beaucoup de datasets. Un problème parce que on vient du on-prem. Et donc sur le on-prem, un rapport était égal à un dataset. On a migré comme ça, en fait. Donc du coup, on a encore beaucoup de rapports finalement liés à un seul dataset et on essaye justement d'aller vers des datasets partagés. J'ai dit tout à l'heure sur 2022, c'est vraiment là-dessus qu'on va faire un effort. Donc on va essayer de trouver des datasets partagés pour limiter le nombre de datasets parce que finalement, on se rend compte qu'on fait beaucoup de refresh finalement sur plein de datasets et c'est à chaque fois majoritairement les mêmes données qu'on va rafraîchir. Donc on consomme finalement de la ressource pour rien. Allez, j'envoie une dernière question à laquelle vous ne pouvez pas mentir. Est-ce que vous êtes plutôt chocolatine ou pas chocolatine? Vous êtes de Bordeaux, de Paris, de Lyon, de Nantes? Pas mal de gens vous êtes partout. Pour ce premier meet-up bordelais. Rennes, Luxembourg, j'ai vu ça tout à l'heure. Et on est au moins 45 dans le auditoire, au moins 27 réponses. Dites-nous, qui êtes-vous? On peut enchaîner du coup? Allez. C'est bon. Combien on a de rapports Power BI dans les questions juste avant que passer la main? C'était 1100. Comptage, 1100. Ouais, c'est un indicateur et qu'il y avait dans le slide. Je suis peut-être passé un peu vite. On a 1100 rapports, plus de 1100 rapports. Du coup, pour accompagner tous ces utilisateurs, donc c'est quand même une sacrée communauté qu'il y a au niveau des créateurs et au niveau des lecteurs, on a plusieurs axes. Le premier, assez classique, avec de la documentation sur les bonnes pratiques, les process, tout ça est hébergé sur Confluence. Comment on gère la sécurité, comment on peut déployer des rapports. Un truc un peu spécifique qu'on a mis en place, c'est une équipe Teams qu'on a appelée Communauté Power BI. J'y reviens sur la slide d'après. C'est vraiment l'élément central de tout notre accompagnement utilisateur. On essaie de tout faire passer par là, donc de centraliser toutes les informations, les aides au sein de cette équipe Teams. On a également donc l'expert Power BI ou les experts Power BI de Cdiscount font 2 sessions à créneau de réservation par semaine. Donc en fait, ils libèrent leur agenda pour les utilisateurs et les utilisateurs peuvent aller poser des créneaux dans leur agenda, des petits créneaux, un quart d'heure, une demi-heure. Et donc, on répond à on débloque toutes les situations et on répond à leurs questions à ce moment-là. Une fois par mois également, on fait des meet-up internes à Cdiscount sur les sujets Power BI. Donc là, c'est à la fois des présentations de l'IT, s'il y a une nouveauté à faire connaître, s'il y a un nouveau process, s'il y a quelque chose qu'on veut pousser auprès des utilisateurs. Mais c'est assez souvent, et même la plupart du temps, des utilisateurs qui vont présenter à d'autres utilisateurs ce qu'ils ont fait, comment ils l'ont fait, quelles ont été leurs galères, et donc ça crée des vraiment de partage.
Et ça crée surtout de l'émulation. On voit autre chose, puisqu'un utilisateur qui voit toujours la même chose, il a toujours tendance à reproduire les mêmes rapports, il va faire les mêmes visuels. Alors que si on commence à lui montrer un peu ce qui est fait à droite, à gauche dans les autres équipes, il va pouvoir diversifier un peu ce qu'il fait. Donc c'est à ça que servent les meet-up internes. Et on a également une formation qui est assez développée. On a 3 niveaux de formation, donc une formation lecteur sous forme de webinaire, qui peuvent suivre en ligne. Une fois qu'ils l'ont suivi, ils peuvent passer au créneau d'après. Donc la formation de créateur, elle est plutôt axée sur la création de rapports au niveau des visuels. Donc on leur fait commencer la formation en créant le rapport depuis la plateforme online, donc sans passer par le desktop. Et on finit la formation sur la création de rapports avec le desktop en allant chercher les datasets qui sont sur la plateforme, en faisant de la réutilisation. Donc c'est un de nos axes pour pousser à la réutilisation des datasets qui sont déjà publiés. Et enfin, on a une formation expert. La formation expert, là, elle est plutôt sur le développement des datasets avec le desktop. J'ai pas la main, donc soit non, mais on va faire un petit break question, hein, ah ouais, parce que ça s'enchaîne, on n'aura peut-être pas le temps. Est-ce qu'on utilise les data flows? Alors non, on a volontairement coupé cette utilisation parce qu'en fait, dans notre programme de gouvernance de données, on veut avoir une seule et unique plateforme de données. En l'occurrence, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est Snowflake. Et du coup, on ne veut pas recréer via des data flows des datasets de données qu'on ne maîtriserait pas. Donc du coup, pour le moment, en tout cas, c'est pas d'actualité chez nous. On avait fait quelques POC dessus, mais à chaque fois, les données étaient, grâce à du stockage Azure, rebasculées sur Snowflake. Donc vraiment, c'est Snowflake la source principale de données. Pas de data flow en entrée de Power BI. Voilà. Les datasets sont extraits automatiquement ou manuellement? C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez prendre la parole, s'il vous plaît, extrait dans quel sens? pour préciser un petit peu votre question concernant les datasets, est-ce qu'ils sont extraits manuellement ou pas, s'il vous plaît? On va repréciser la question. Je pense qu'on va. Il y a une personne qui veut voir les slides. Ok. Non, mais ils sont extraits manuellement quand on fait du desktop. Ça, c'est l'utilisateur créateur qui les extrait. Je ne comprends pas la question. Ouais. Ok. Allez, let's go pour la suite. Donc la communauté, donc c'est le point central d'échange d'informations au sein de Cdiscount concernant Power BI. Donc c'est une équipe Teams. Et dans cette équipe Teams, il y a plusieurs canaux. Donc il y a un canal pour les communications de l'IT. Donc c'est là qu'on va donner tous les mois les nouveautés de Power BI ou d'autres communications descendantes qu'on a envie de partager. On a un canal pour l'entraide entre les utilisateurs. Donc là, n'importe quel utilisateur de Power BI peut aller poser ses questions, remonter ses soucis. Généralement, au départ, c'était beaucoup les experts Power BI qui leur répondaient, mais de plus en plus, il y a un socle un peu solide d'une quelques dizaines d'utilisateurs qui sont bien montés en compétences et qui ont commencé à prendre le relais pour aller répondre aux questions d'autres utilisateurs. Donc ça marche vachement bien. Et puis en fait, souvent, le bug que quelqu'un a rencontré, d'autres vont le rencontrer juste après, ou le petit souci, donc ça permet de répondre. Et on a des séances de partage mensuelles qu'on fait aussi avec grâce à ce canal. On avait un canal remonté des bugs. On l'a toujours, je ne suis plus si on l'a toujours, je suis parti pour 5 mois. Et donc ce canal de remontée des bugs, on essayait aussi d'orienter les utilisateurs vers la plateforme de reporting de bugs Jira qu'on a à Cdiscount. Donc c'était un premier point d'entrée, même si ce n'était pas le point d'entrée officiel. Donc voilà, tout était centralisé en gros dans cette équipe Power BI Team. Et là, quels sont les datasets les plus volumineux? Ouais, alors j'y arrive juste après. Si tu veux parler de l'incrémental. Ouais, non, mais donc on parlera de l'incrémental après. Il y avait une question avant, sans les data flows, du coup, vous gérez les droits d'accès aux datasets directement? Oui. En l'occurrence, alors le créateur, lui, a le droit d'accéder aux sources de données, évidemment, parce que c'est lui qui a des accès à Snowflake. On reviendra dessus, mais voilà, donc il a les droits de se connecter aux sources de données. Il publie son dataset et on importe les données dans le dataset. Et après, les utilisateurs finaux, pour le coup, ce que je disais tout à l'heure, accèdent au rapport. Donc, il y a un rapport qui est créé après, qui est publié dans l'application. Donc, les lecteurs ne vont que dans l'application.
Ils n'accèdent pas au dataset, ils accèdent à l'application. On reviendra sur les volumes de données dans le dataset. Ok. Vas-y, suivant, Julien, s'il te plaît. Alors, on a plusieurs niveaux de bonnes pratiques au niveau de notre plateforme Power BI. Donc, la première, c'est tout ce qui est au niveau du développement du rapport. Donc, le choix du mode de chargement, la gestion de la sécurité avec le row level security. Est-ce qu'on doit passer en incrémental ou pas sur la volumétrie? Est-ce qu'il n'y a pas déjà un dataset sur lequel je peux aller taper plutôt que de recréer à chaque fois toutes les requêtes? On pousse aussi énormément, dès la formation, l'implémentation du modèle en étoile dans nos tables et nos relations au sein du modèle Power BI. Donc voilà, tout un tas de bonnes pratiques qu'on a au sein du développement. Ensuite, ce qui concerne plutôt le requêtage, puisque une grosse partie des données en entrée viennent quand même de la plateforme Snowflake, une plateforme cloud, on paye à l'usage, donc forcément, on va être un peu regardant sur la façon dont les requêtes sont faites avec Power BI. Donc, tout ce qui est avoir le strict minimum de données, utiliser les filtres. On a même dans Snowflake, on peut aller regarder quel est le nombre de partitions que la requête va aller regarder. Donc, on peut aller très précisément voir quel est le niveau de performance de la requête que fait l'utilisateur pour son rapport. Et au niveau de la plateforme également, on a une grosse tendance à avoir beaucoup de refresh au même moment. Donc, ça va être vers 8h, 9h pour que quand on arrive à son bureau, le rapport, les données soient actualisées. Donc là, on a également dans nos bonnes pratiques le partage avec nos utilisateurs des plages horaires les pires pour aller rafraîchir son rapport. Et donc, ça leur permet, eux, d'avoir conscience de ça et d'étaler un petit peu les refreshs dans la durée de la journée. Et enfin, on a des bonnes pratiques sur la collaboration et le partage des rapports, donc au sein des espaces de travail, mettre des flags sur les rapports si, par exemple, tu as des rapports qui sont encore en développement, d'autres qui sont prêts pour la production, d'autres qui sont en recette. L'endroit où il faut le partager dans telle ou telle équipe, le fait de mettre à jour l'application, le fait dans l'application également d'avoir des sections pour bien orienter l'utilisateur lecteur quand il va arriver dans l'application qu'on lui met à disposition. Et enfin, on a des rôles de référents de contenu par espace de travail. Et donc, le référent, ça va être vraiment au sein du business, la personne qui va être garante de ce que voient les lecteurs dans l'application, mais aussi de toutes les bonnes pratiques au sein de son espace de travail. J'arrive pas à suivre les questions en même temps que je parle. Donc non, mais nous, on essaye. Ouais, on va prendre la première question de Didier, effectivement, sur les performances SAS, peut-être. Non, d'abord, il y avait sur le cube, je crois, le cube en mode import. Ah oui, oui, effectivement, il y a une première question. Aussi ouais, donc le plus grand, quand je dis le dataset, pardon, c'est une question. Donc, notre plus gros dataset, c'est 30 gigas, effectivement, un peu plus de 900 millions d'enregistrements. Et on est en import, mais en import incrémental, c'est-à-dire qu'on rafraîchit que la partition du jour. C'est des partitions à la journée, en fait. Et donc, on rafraîchit que la partition du jour à chaque fois. Donc, évidemment, les autres données ne bougent pas. Donc, on doit avoir à peu près, je sais pas, 70 millions d'enregistrements par jour à rafraîchir. Donc, je sais plus si c'est l'usage du site. C'est le tracking, c'est tout, ouais, effectivement, le tracking du site. Et la navigation des clients sur le site qu'on suit, c'est les plus grosses volumétries qu'on traite, effectivement. On est sur 24 mois, 10 ans, je crois, là-dessus. Donc ça, c'est le plus gros, et ça tient la charge. Il y avait la question de Didier sur l'accès à SSAS. Alors, le rapport le plus consulté de la plateforme est de loin est en directory sur le cube SSAS. Et il y a des centaines d'utilisateurs qui s'y connectent en directory tous les jours à la même heure le matin. Et ça, on n'a pas trop de lag. On n'a pas trop de lag, non. Franchement, ça marche bien. Après, on a une grosse bécane derrière ce cube. Je ne sais plus combien il y a de gigas de RAM. Le serveur SSAS est assez costaud en on-prem. Ouais. Donc ça, je dois jouer aussi, mais on n'a pas ce temps de latence, non, effectivement. On a aussi beaucoup de filtres, il me semble aussi, sur ce rapport-là, qui explique que je crois que tu avais mis en place Thomas, une méthode pour vraiment uniquement activer vraiment le refresh direct du query quand l'utilisateur changeait de filtre, ce qui permet d'éviter les recalculs trop à la volée. C'est ça, on a vraiment limité les recalculs à la volée avec les filtres. Surtout aussi, on pousse au maximum l'utilisation des signés.
pour que l'utilisateur il enregistre son signé par défaut et qu'il arrive toujours avec le même chiffre sur son rapport. Ça permet de limiter énormément les requêtes sur le cube. Et oui, effectivement, réponse à oui, ce sont bien nos champions côté métier qui créent des datasets. Ils ont la main effectivement sur la création des datasets et ils publient leurs datasets. On va revenir un peu justement comment on gère la création de datasets qui peut devenir assez important. Bah, je pense qu'on peut faire la suite. Ouais. Alors la gestion de la sécurité, dans nos espaces de travail, on ne met aucune personne en direct. Tout passe par des groupes de sécurité. Donc, si une personne veut accéder à un groupe de travail, il faut forcément qu'elle passe par l'outil interne de Cdiscount de validation des droits. Donc, son manager fait la demande pour qu'il accède. Il choisit le niveau auquel il veut arriver. Donc, on a lecteur, créateur et référent. La demande est validée par le manager et ensuite, il est automatiquement enregistré dans le groupe de sécurité. Et s'il est créateur ou s'il est référent, également automatiquement, il est dans le groupe de sécurité Azure Active Directory qui lui donne une licence. Donc ça, c'est la façon d'accéder aux espaces de travail. Mais nous, chez Cdiscount, le déploiement se fait via les applications pour les utilisateurs finaux. Et dans les applications, on veut mettre également en place l'accès via les espaces, via les groupes de sécurité. Donc c'est un axe d'amélioration parce que comme les référents eux-mêmes ont la main pour ajouter à la fois des groupes de sécurité et à la fois des utilisateurs dans les applications, on a mis en place très récemment le suivi de tout ça grâce à l'API Power BI pour voir s'ils mettaient des utilisateurs sans groupe de sécurité dans les applications. Et voilà, c'est un axe de progression pour vraiment virer tout ce qui n'est pas dans les groupes de sécurité. Mais pour les espaces de travail, c'est bien en place. On n'a peut-être pas précisé effectivement qu'il y a un rôle côté métier qui lui a le droit, le seul qui a le droit de publier les applications, c'est le référent. Donc, il y a un ou deux référents par espace de travail qui a le droit de publier dans les applications les rapports. Le créateur, lui, n'a pas le droit de faire ça. Donc, on a donné la main au métier volontairement pour qu'ils soient responsables de leur contenu et de ce qu'ils publient dans les applications. Il y a quelques équipes avec qui on se bataille parce qu'ils veulent passer tout le monde référent pour que tout le monde ait les droits, mais généralement, pour la plupart des cas, ça se passe très bien. Ils ont bien compris le rôle de référent. Il y a une question de Cyril qui vous demande, en fait, est-ce qu'il y a un système pour vérifier si les datasets sont identiques ou similaires? Non. C'est un sujet pour mutualiser l'ensemble des datasets qu'on va adresser l'année prochaine. On peut peut-être mettre un peu d'IA là-dedans, ça pourrait être pas mal. On avait commencé à regarder avec le Tabular Editor, on avait récupéré la structure de tous nos datasets et on voulait un peu regarder ce qu'il y avait dedans, mais comme on est issu d'une migration on-prem, on avait des niveaux de version de SSAS qui étaient différents et du coup la structure qui sortait de Tabular Editor n'était pas du tout la même sur les datasets. Et le POC s'est un peu arrêté là parce que bref, ça aurait été compliqué d'aller comparer les données. Une approche du coup pour nous, ça serait effectivement d'utiliser ce que Guillaume a présenté la semaine dernière. En fait, c'est avec l'API Scan et avec une bonne documentation. En général, les métiers ils se connaissent. Quand on a un qui cherche la VA quelque part, il sait qu'il va pouvoir aller chercher une mesure qui s'appelle potentiellement VA et qui correspond à quelqu'un d'autre grâce à un rapport de documentation. Donc on va petit à petit les amener à penser mutualiser en fait. C'est un petit peu comme ça qu'on commence à travailler. D'où c'était pour rebondir sur Steven qui parlait de la Scan API. Effectivement, c'est ce que l'on a sur un rapport de documentation en fait. Comment gérez-vous les montées de version? Alors, les côtés desktop, c'est plutôt ça. Ouais, c'est si on fait des modifications sur le rapport, si c'est ça la question. Bah, Vous pouvez prendre la parole, Jean-Louis, pour préciser votre question, s'il vous plaît. Oui, c'est ça. C'est pour donc s'il y a une modification. Oui. En fait, le business est vraiment gère son espace de travail comme bon lui semble. Donc, il y a certains qui s'organisent en modifiant directement le rapport et puis directement en rentrant sur l'appli. Puis il y en a certains qui vont mettre plusieurs versions du rapport avec du dev, recette, prod et qui vont faire leur modif comme ça. C'est vraiment de l'auto-organisation. Alors, voilà. Il y a d'autres questions aussi. Donc, on a répondu, est-ce qu'on fait du RLS
Oui, on commence à en faire, effectivement. Pas de l'OLS encore, donc pas vraiment le besoin. Mais du RLS, oui, parce qu'on commence à avoir des clients B2B et du coup qui se connectent au même rapport et du coup ils ne voient que leurs données. Je parlais tout à l'heure de l'embedded, donc on fait du RLS dans de l'embedded pour que les clients ne voient, nos clients B2B qui accèdent à ces contenus ne voient que les données qui les concernent. Oui, on en fait. Et pour le dataset aussi, oui, pour le dataset aussi, le sujet d'avoir des datasets, de pousser uniquement des datasets pour les mutualiser sur plusieurs rapports, c'est plutôt récent et c'est pas utilisé par toutes les équipes. Donc généralement, dans 80%, 90% des cas, c'est dataset plus rapport. Et sur les équipes qui utilisent le mode uniquement dataset, oui, ils redéploient le dataset, ils l'écrasent en fait. Okay, donc je pense que le slide là va répondre à quelques questions. Ouais, donc là, c'est le sujet où on n'est pas vraiment aidé par Microsoft. Désolé Fabien. C'est le suivi de la gouvernance. Donc, il y a très peu de rapports qui arrivent clé en main pour tout le monitoring de la plateforme. Donc, on a été obligé de développer nos propres rapports là-dessus. Donc, on en a pas mal finalement mis bout à bout. Donc, on a un rapport de suivi des accès. Donc, ces rapports sont publics. Donc, ça veut dire que n'importe quel utilisateur Power BI peut aller les consulter et peut aller en tirer de l'info, qui peut l'utiliser pour lui, qui peut nous intéresser. On va l'envoyer sur ce rapport s'il a des questions. Donc, il peut savoir à quoi il a accès avec son compte. Donc, et nous, on peut savoir voilà, quel utilisateur, tout ce qu'il peut voir avec le rapport des accès. On a un rapport global de monitoring du service. Donc, on va avoir des indicateurs assez bateaux, le nombre de rapports, le nombre de sets, mais aussi des indicateurs un peu plus subtils. On a notamment le taux d'adhésion, le taux de lecture des rapports, enfin, pas de lecture des rapports, le taux d'accès à la plateforme Power BI. Donc voilà, on sait qu'on a dans les groupes de sécurité 1500 utilisateurs et dans le mois, on en a 1000 quelque chose qui se connectent. Donc on a à peu près 90% de nos utilisateurs qui accèdent à la plateforme. On a aussi le taux d'utilisation de nos licences. Donc on a, je ne sais plus combien de licences pro, peut-être 250 licences pro. Et ben on est capable de dire que il y a 90% des licences pro qui sont utilisées pour modifier des données sur la plateforme, des objets sur la plateforme au moins une fois dans le mois. Et on va avoir tout un tas de contrôles qui, voilà, les noms de ceux qui n'utilisent pas leur licence, donc on peut leur supprimer, et ainsi de suite. On va également avoir sur ce rapport de monitoring du service toutes les plages de refresh des datasets pour donner l'indication aux créateurs sur quelles sont les plages sur lesquelles ils doivent aller positionner le refresh. On a également un rapport d'usage, donc c'est une espèce de vue agrégée, c'est ça qu'on a d'ailleurs sur la capture d'écran. Ouais, c'est la capture d'écran. C'est une vue agrégée de tous les petits rapports qu'on peut avoir espace travail par espace travail pour aller voir l'usage vraiment, le taux d'adoption du rapport. Donc, on l'a synthétisé dans un seul rapport. L'inconvénient chez Microsoft, c'est qu'il y en a un, c'est qu'il est par workspace en fait. Donc là, on a une vue globale de tous les workspaces dans un seul rapport. C'est pour ça qu'on l'a refait d'ailleurs. Celui qui existait ne nous convenait pas. Exactement. Et on a un dernier rapport sur la documentation qui est fait à partir de Scan API. Ça, je ne peux pas trop élaborer dessus. Peut-être que Gaël, si tu veux en dire un mot. Le mot, c'est celui effectivement de ce que j'ai mis dans le chat. En fait, la Scan API, pour nous, aujourd'hui, c'est surtout permettre aux utilisateurs de faire de la documentation parce qu'en fait, les outils externes ne sont pas encore mis à disposition dans notre centre logiciel. Et donc, du coup, pour leur faciliter effectivement la vie, on leur met cette documentation à disposition et surtout en vue de faire la mutualisation derrière. C'est un petit peu la stratégie dans laquelle la Scan API s'inscrit aujourd'hui. Voilà. Il y a aussi un aspect nettoyage des applications, parce que côté application, par contre, les utilisateurs ont la possibilité effectivement de rajouter les gens à la main. Et donc, ça nous donne vraiment une visibilité sur ces workspaces qui contiennent beaucoup d'utilisateurs d'inscrits en fait côté application pour permettre aux référents donc de demander justement à ces users de passer dans des groupes de sécurité. Donc, il y a de la gouvernance, de la documentation pour la partie Scan API en vue de faire de la mutualisation derrière. Utilisez-vous les API REST Power BI à fond? On les utilise beaucoup pour construire nos rapports et même dans les scripts PowerShell que je vais vous montrer, il y a juste en dessous, dont je vais parler juste après. Donc on utilise, donc on a un compte de service Power BI qui est admin et qui va aller utiliser ces API.
Voilà. Et donc, on a également des scripts. Ouais. Et on a également des scripts pour la gouvernance. Donc là, c'est les deux on en a plein d'autres, mais c'est les deux qu'on a ordonnancés, donc qui tournent automatiquement. Donc on a un script de sauvegarde des rapports qui va les enregistrer au format PDX et qui va les pousser sur du stockage Azure, si vous ne faites pas de bêtises, du blob storage. Ouais. Et on a un script de maintenance d'espace de travail. Donc là, ça regarde tous les users qui sont enregistrés sur l'espace de travail, dans les accès. Tout ce qui n'est pas dans un groupe de sécurité, ça le vient. Donc c'est comme ça qu'on fait notre maintenance de la sécu et il va bientôt être modifié pour faire la même chose comme je disais avec les applications. L'automatisation des scripts, non, je crois les scripts PowerShell sont lancés avec l'outil d'ordonnancement interne aussi. C'est ça. Mais on a pas mal de petits scripts qui avaient été développés à la fois au moment de la migration et puis à la fois tout au cours de l'implémentation de la plateforme. Donc, des scripts pour aller modifier les chaînes de connexion, des rapports et tout ça, qui peuvent servir en cas de maintenance impromptue. Et ouais, la API REST, elle est vraiment géniale, elle fait vraiment pas mal de cas d'usage. Pas de rapport sur l'étagère disponible. Bah, finalement, sur ta plateforme Power BI, ouais, Microsoft, quand tu n'es pas on-prem, déjà, tu n'as pas grand-chose à part dans le menu admin, les espèces de cartes graphiques qui ne te donnent pas énormément d'infos exploitables. Quand tu es premium, tu as en plus l'application, je ne sais plus comment elle s'appelle, le nom, Gen 2, Prem, quelque chose. Vous la connaissez sûrement si vous avez du premium. Elle était encore en preview il n'y a pas longtemps. Elle était encore en preview, mais celle-là, elle a quand même pas mal de limites. Notamment sur le queuing des rapports, sur la possibilité d'aller kill les datasets qui nous font du mal sur la plateforme. Et du coup, on a dû passer par des rapports développés par nous-mêmes. Gen 2, utilisation de metrics, merci. Ce que je propose de faire, c'est vu le timing, qu'on prenne les questions à la fin. Ça permet à Thomas et Julien de pouvoir défiler cette présentation et puis on garde 5 minutes à la fin pour prendre les questions. Il avait une question, bonjour. Oui. Pour donner les droits aux personnes en B2B, vous utilisez aussi des scripts et des groupes ou c'est manuel? Non, alors en fait, les accès via le B2B, c'est des personnes qui se connectent à une application. Donc une application, pas une application Power BI, une application un frontal web qu'on a développé nous-mêmes en fait, qui est maison, dans lequel on a intégré du Power BI. Donc en fait, l'authentification de la personne se fait en amont. Donc elle est déjà authentifiée et à partir du moment où elle est authentifiée, on sait qu'elle peut accéder à du contenu Power BI parce qu'elle s'est authentifiée avant via l'authentification. Et là, en général, sur ces applications-là, qui sont des applications métiers, vraiment, on fait l'authentification via Kikto. C'est le protocole OpenID Connect. Voilà. Ok, merci. Du coup, on a bien fait le tour de ce qui est en place actuellement sur la plateforme. Donc, beaucoup d'utilisateurs. On a des multiples usages, à la fois des petites équipes qui font leurs 4 rapports dans leur coin, et à la fois des équipes assez immenses qui ont une soixantaine de rapports avec des datasets en incrémental qui font plusieurs dizaines de gigas. Donc, on a un peu tous les cas d'usage. On a une communauté qui commence à être vraiment solide avec on va dire un bon socle de quelques dizaines d'utilisateurs qui sont vraiment emparés de la plateforme, du sujet, de l'outil, qui sont bien montés en compétences et qui, autour d'eux, font monter en compétences les autres personnes. Et du coup, à côté de ça, où est-ce qu'on se projette? La première chose, c'est toujours de la maintenance. Avec les sujets là, les sujets qui sont là, c'est vraiment pour optimiser en fait l'utilisation de la plateforme. Et comme l'a dit tout à l'heure Thomas, voilà, les refreshs se font tous au même moment. Et donc, c'est comment arriver à utiliser au maximum les capacités de la plateforme sur l'ensemble de la journée. Et donc, le premier point, effectivement, c'est la mutualisation. Et d'ailleurs, maintenant que tu attaques le sujet, je pense à un truc, c'est vrai que quand on a migré sur la plateforme cloud, au départ, ça allait bien avec le P1, ça allait pas très bien avec le P1, donc on est passé au P2, ça allait mieux, et on a quand même retrouvé quelques limites au départ. Je ne sais plus combien de rapports on avait migré à l'époque, peut-être 6 ou 700. Ouais, c'était à peu près ça. Et ce qui nous a fait énormément de bien quand même, on n'en a pas parlé dans cette phase, mais c'est la passage au Gen 2 qui est arrivé quelques mois après qu'on ait migré. Donc ça nous a fait énormément de bien parce que tous les petits soucis de rafraîchissement qu'on avait
quelques mois après la migration, tout a disparu avec le Gen 4. Une meilleure gestion des files d'attente. Ouais, ça a vraiment fait énormément. Pour préciser rapidement, pour ceux qui connaissaient la différence entre l'ancien Gen 2 et le nouveau, c'était le process d'éviction. Simplement, c'est qu'avant, vous ne pouvez pas passer en file d'attente quand vous étiez hors CPU. Normalement, vos datasets dégagés. Alors moi, je n'ai pas pu l'observer parce que je suis arrivée, c'était déjà avec le nouveau Gen 2. Et donc voilà, ce nouveau Gen 2 permet effectivement de passer en file d'attente, d'avoir cette notion d'overload en fait, et de file d'attente, voilà, mais qui permet donc de maintenir en fait la possibilité de rafraîchir ces datasets de la file d'attente. Du coup, ils sont plus killés, ils sont juste en attente. Voilà, je vous laisse poursuivre. Et en plus de ça, il y a juste plus de capables, c'est juste plus puissant. Du coup, ouais, donc pour la maintenance, le premier axe sur lequel il faut travailler, c'est la mutualisation des datasets. Donc, ça passe par le sujet d'aller scanner les données qu'il y a dans ces datasets pour aller voir ce qu'on peut mutualiser. C'est un peu la question de Cyril tout à l'heure, effectivement. Ouais. On travaille là-dessus. On a commencé quand même à pousser quelques axes, notamment au niveau de la formation. Le premier truc qu'on attaque lors de la formation interne Cdiscount, c'est la réutilisation de datasets. On ne crée pas son dataset. Donc déjà, rien que dans le mindset des créateurs, dès le départ, ils sont impliqués dans ce process-là. On a également, il faut qu'on ait plus l'équipe data management dans toute cette démarche et les data owners. Parce que les data owners des stylos métiers que je viens de présenter au début ne sont pas forcément les référents des espaces de travail Power BI. Donc, il y a peut-être un peu de croisement à faire à ce niveau-là pour que tout le monde soit synchronisé. Répartir les refreshs des datasets premium, donc c'est toujours un sujet sur lequel il faut bosser, malgré tous les outils qu'on a à disposition, malgré les alertes qu'on remonte. Les gens ont toujours tendance à être centrés sur le rafraîchissement à 9 h du matin, donc il faut les pousser à faire autre chose. On veut également pousser l'ordonnancement à la suite du refresh des sources. Peut-être que ça permettrait d'avoir des refreshs, de diminuer finalement le nombre de refreshs sur la plateforme, puisque si l'utilisateur n'est pas au courant de quand est-ce qu'il rafraîchit sa donnée, il va tendance à faire beaucoup de refresh pour être sûr, alors qu'en fait, le fait de l'ordonnancer, ça en fait qu'un par jour et on est meilleur. Et enfin, malgré toute l'automatisation qu'on peut faire, malgré toutes les bonnes pratiques qu'on peut pousser, on va toujours avoir des cas d'usage aux limites. Donc là, on avait eu le cas d'usage sur les visites avec des millions et des millions de lignes qui, dans le cas d'usage, on ne pouvait pas les agréger. Donc, on aura toujours ce genre de cas où on va faire du mode pompier et on va devoir on va devoir innover pour arriver à fournir, grâce à Power BI, reporting dont on besoin les métiers. Mais finalement, avec un seul outil, on a réussi à couvrir énormément d'usages et énormément de cas différents. Voilà. Et donc, ce qui est prévu ensuite, l'archivage automatique des rapports. Donc, ça va être fait avec script PowerShell pour répondre aux règles RGPD. Donc, il va falloir qu'on détecte à la fois la non-lecture du rapport dans les 2 derniers mois ou dans les X derniers mois, et ensuite l'archiver et le pousser sur un stockage. Et également être capable de faire la manip inverse au cas où on nous redemande le rapport. Power BI Embedded via un portail web pour les utilisateurs externes. Les POC ont déjà commencé, si tout à fait bien un peu en place. Mise en place de la traduction. Donc, on parlait tout à l'heure, on a effectivement des clients maintenant. Et donc, du coup, on met en place la traduction automatique des contenus. Voilà. Travailler sur 2022, on a déjà un peu commencé, on a prototypé, ça marche plutôt bien. Donc, renforcer l'accompagnement de l'utilisateur. Donc là, on peut mettre là-dedans pas mal d'autres choses. On peut faire évoluer, les formations peuvent continuer à évoluer. Tout ce qui est également montée en compétence des référents, diffusion des bonnes pratiques, plus de communication via la communauté. Il y a tout le sujet de la certification de contenu qui va également avec la réutilisation des datasets, avec l'équipe data management. Donc là, il y avait pas mal de documentation qui avait commencé à être créée, mais il faut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche, commencer à impliquer les références sur la promotion de leur contenu et la réutilisation. Et enfin, toute l'implémentation de DataOps. D'ailleurs, je crois que le dernier point DataOps, ça répond à une question sur le versionning peut-être.
sur la façon dont on va faire pour à la fois versionner les rapports. Ça, c'est une des lacunes quand même actuelles de Power BI. Est-ce qu'on fait ça avec du PBX, du PBIT? Et puis, comment on fait tout le CI/CD sur les différents environnements dev, recettes, prod? Est-ce qu'on utilise récemment les API des pipelines Power BI qui sont sortis? Comment on va faire pour mettre en place tout ça? Parce que la démarche Ops, elle est déjà présente en fait chez Discount, notamment sur les rapports SSRS, mais, et sur des cubes de données, des cubes SSRS on-prem, mais elle n'est pas du tout présente sur Power BI, et donc ça, c'est une lacune. Ce qu'on va faire, en tout cas, ce qu'on est en train de mettre en place, c'est de le faire dans Azure DevOps. Surtout pour nos cubes et nos rapports SSRS. Et tous les pipelines de livraison seront implémentés, de livraison, donc des rapports Power BI sur la plateforme, seront implémentés via Azure DevOps. On n'utilise pas la fonctionnalité de pipeline, qu'on ne trouve pas suffisamment aboutie, mais on va utiliser Azure DevOps pour faire ça. Faire les livraisons dans les différents environnements et les différents workspaces. Voilà. Pour les équipes qui sont les plus industrialisées, puisqu'on laissera toujours quand même la possibilité aux petites équipes à l'utilisateur créateur de pouvoir publier lui-même tout à l'heure sur la plateforme. Ok, on en a fini. C'était le dernier. On a répondu à toutes les questions, Gaël, ou est-ce qu'il en reste? Il me semble que c'est bon. Ce que je vous invite à faire, c'est peut-être lever la main et peut-être prendre la parole pour maintenant passer vraiment à la partie questions. C'est votre moment aussi, donc allez-y. Je vous invite à lever la main pour ceux qui ont des questions. Et je pense que Julien est... Ah, il en reste une. Eh bien, Jean-Louis, vas-y, si je ne l'ai pas prise, la question, prends la parole et on t'écoute. Comment faites-vous pour les noms des colonnes dans une table ou une matrice? Que c'est ça votre question, Jean-Louis? Oui, c'est ça. En fait, pour la traduction, pas du contenu, parce que ça, on peut, c'est relativement, mais dans les visuels, et en particulier les tables, les tableaux, et le visuel table et le visuel matrice, comme ils s'appuient sur le nom des colonnes, donc pour traduire le nom d'une colonne, comment vous faites? Vous le faites? Merci. Je suis par téléphone, désolé pour la qualité. Aucun problème. Alors, c'est moi qui vais prendre, la réponse. Effectivement, moi, au moment des tests, en fait, j'avais utilisé une macro sur Excel et puis Tabular Editor pour gérer la traduction. Ça se fait assez bien. Donc, effectivement, tant que vous restez en dynamique, tout se passe bien. Donc, ça se gère très bien avec Tabular Editor, effectivement. À savoir que le desktop a présenté quelques soucis dernièrement. Ça marchait assez mal. J'ai quelqu'un la semaine dernière, je crois, sur un ancien meetup qui a eu aussi des soucis avec Power BI desktop et la partie traduction, mais dans le service, c'est plutôt OK. Donc, globalement, en gérant votre développement avec Tabular Editor, des macros Excel pour la traduction, un format de dataset d'alimentation comme il faut, c'est-à-dire au niveau de la ligne, et puis des bookmarks en plus par-dessus le marché. Et on rajoute par-dessus ça potentiellement les filtres, on va dire, dans les filtres, pardon, dans l'URL de Power BI. Vous pouvez également filtrer avec des paramètres. Je pense qu'avec tout ça, vous arrivez à gérer pas mal de choses en dynamique. Je ne sais pas si ça répond à votre question. OK. Via Tabular Editor, on gère la traduction des métadonnées et la langue. C'est ça, exactement. Voilà. Ah, Steven, allez-y. Dites, prenez la parole. On vous écoute. Oui, bonjour. J'aurais une question à savoir, quand vous êtes plusieurs développeurs à travailler sur le même dataset, avez-vous des solutions pour ce genre de problème quand on a plusieurs nouvelles fonctionnalités à ajouter dans un dataset, qu'on a plusieurs développeurs sur le même dataset, comment vous faites? Non, c'est simple, on ne fait pas. C'est ça. On évite parce que l'outil s'y prête pas forcément. Donc non, effectivement, on évite ce genre de cas. Parce que c'est mal géré quoi qu'il arrive. Donc, en général, il y a un développeur pour un dataset. Donc, c'est vrai que le développement des rapports des datasets est plutôt la main des métiers, et ce que j'ai observé comme pratique auprès d'eux, dans les grosses équipes où ils sont plusieurs à travailler, généralement il y a quand même un référent de développement de datasets, même s'il va prendre
un petit bout de code à droite ou à gauche où il va se faire aider, généralement, c'est lui qui gère de A à Z, quoi. Il n'y a pas plusieurs développements en parallèle. OK. J'aurais une autre question. Aussi, bon, je pense que je l'ai perdu. Oui, OK, désolé. Au niveau de la distribution des apps, je voulais savoir c'était quoi votre stratégie de création de workspace en lien avec ces apps-là, parce qu'on sait qu'on a seulement droit à une seule application par workspace. Oui. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est moi qui. Bah, je peux y aller. Thomas, tu prends la question. On a un workspace une application par workspace. Toutes nos équipes ont une application associée à leur workspace et le déploiement se fait uniquement, le déploiement au lecteur se fait uniquement via les applications. Donc, finalement, il n'y a pas vraiment de choix au sein de ce. Ouais, donc oui, c'est ça en fait, on a un workspace par équipe en fait, par équipe métier. Et donc c'est vraiment l'équipe qui va gérer le contenu. Et il y a eu des cas où effectivement on a été obligé de créer 2 workspaces pour une même équipe parce qu'effectivement l'application devenait trop importante en fait en termes de rapport. Donc c'est vrai que là il y a pour moi des points d'amélioration effectivement côté Microsoft à faire là-dessus. On nous demande aussi souvent est-ce qu'on peut masquer des rapports dans une application parce qu'il y a trop de rapports dans une application. Donc ça, on ne peut pas le faire. Enfin, c'est masquer du contenu en fonction de l'utilisateur qui le regarde, effectivement. Donc, ouais, il manque des fonctionnalités. Donc, on essaie d'y pallier en créant des workspaces. Mais en général, c'est un workspace, une équipe métier. Les cas d'usage qu'on peut citer, c'est par exemple, on a des équipes métiers qui ont du reporting spécifique pour le codir et du reporting pour d'autres personnes qui ne sont pas le codir. Donc, ces gens-là, c'est la même équipe IT qui développe les rapports, enfin métier qui développe les rapports. Du coup, c'est 2 espaces de travail, un espace de travail codir, un espace de travail public, avec le même nom d'équipe. Et donc, c'est à eux de s'organiser pour aller déployer leurs rapports dans le bon espace de travail. Il me semble qu'il reste une question de Enzo qui pose la question est-ce que les solutions de SAP type Lumira n'ont pas suscité l'intérêt de l'IT pour pallier à ses besoins de data viz? Alors moi, je ne connais pas trop la solution, donc je ne peux pas répondre à la question. Je peux. On a fait une petite étude de choix d'outils avant de se lancer sur Power BI. Voilà. Alors Lumira, moi je connaissais, mais on l'a même pas benché d'ailleurs, mais pas trop fan de la solution, mais au final, voilà, on a regardé comme Click, comme autre, et puis voilà, ça nous a semblé la solution qui se rapprochait plus de notre besoin. La solution idéale, en fait, dépend essentiellement aussi du contexte. On est quand même assez Microsoft, historiquement, même si maintenant on fait quand même plein d'autres choses, mais voilà, ça nous a semblé à l'époque, en tout cas du choix, la solution la plus adaptée à notre besoin. On en a comparé d'autres, mais aujourd'hui, on est très content, en tout cas très satisfait de la solution qui couvre quand même la majorité de nos cas d'usage, même sur de la data vis, de l'analyse ad hoc, ce genre de choses. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, comme je suis par téléphone, je n'arrive pas à lever le doigt. Je voulais juste demander, par rapport à votre organisation, et le ratio qu'il y a entre votre équipe IT, les champions, donc ceux qui peuvent créer des rapports, des datasets, et puis après les utilisateurs, est-ce que vous pensez que vous êtes assez à l'IT pour ensuite répondre aux besoins des champions qui eux-mêmes répondent aux besoins des utilisateurs? Il y a à peu près un ratio que vous pouvez, si ce n'est pas secret, bien sûr, fournir. Pour moi, le ratio est simple à niveau Power BI, c'est un expert à l'IT pour 250 créateurs pour 1300 lecteurs. Pas tout à fait ça, mais on a des équipes IT qui créent des rapports aussi, des rapports Power BI et des datasets pour le coup. Donc on a en fait, là, je pense que sur l'accompagnement, pour accompagner 250 personnes et créateurs, c'est vrai que on n'a qu'une seule personne aujourd'hui pour faire tout l'accompagnement, donc on va certainement se renforcer sur cette fonction-là. Ça, c'est important. Mais on a, à côté de ça aussi, on a des équipes IT qui créent aussi des datasets.
Et c'est plus ces équipes IT, en l'occurrence, qui vont créer des contenus dits certifiés. On a parlé de la certification tout à l'heure. On est en train de mettre en place des étapes de la certification. Qu'est-ce qui fait qu'un dataset est certifié finalement? C'est pas que le fait qu'il se refresh correctement, qu'il se rafraîchit correctement tous les jours, c'est que en fait, il va dépendre par exemple du rafraîchissement des sources de données. Donc une fois que les sources de données dans Snowflake par exemple seront à jour, là on va pouvoir lancer le dataset. C'est un dataset qui va être monitoré et sur lequel aussi on va mettre des alertings au cas où on ait des problèmes de refresh. Donc tout ça fait que la solution est industrialisée, que les données évidemment ont été qualifiées dedans. On est sûr qu'il y a une recette, métier, etc. Ce qui n'est pas toujours le cas quand un utilisateur finalement publie du contenu. Et donc c'est comme ça qu'on va faire la différence finalement entre un contenu qui va être certifié et un contenu qui va être publié par un utilisateur créateur, mais qui aura fait finalement le dataset tout seul. Donc le ratio, oui, il est assez faible. On a assez peu de créateurs de contenu côté IT. On a 250 créateurs, mais qu'on accompagne énormément. En fait, c'est ça l'idée. C'est vraiment de les encadrer, de les accompagner sur les bonnes pratiques qu'on a définies tout à l'heure. Et aussi de contrôler un peu les dérives via les outils qu'on a mis en place, à savoir voilà, s'il y a des datasets qui mettent trop de temps à se rafraîchir, qui consomment trop sur la source de données, et essayer aussi de mutualiser. Et vous l'avez peut-être dit au début, oui. Mais vous utilisez Power BI depuis quand? Ah, depuis quand? Oui, on l'a dit dans la prise, on a mis en place le on-prem en 2018 et on a basculé sur le cloud en 2020. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions que l'on peut prendre? Pour terminer, je pense que on arrive à la fin. S'il y a quelqu'un qui veut solliciter encore Julien et Thomas, qui ont la chance d'être parmi nous ce soir, allez-y. Bon, eh bien, écoutez, je pense qu'on va donc pouvoir clôturer cette session. Un petit peu au cas où quelqu'un se désiste. Merci à tous pour vos questions. Merci. En tout cas, voilà, écoutez, merci à tous d'être venus pour cette première. N'hésitez pas, jeudi, vendredi, pensez, il y a encore plein de conférences, Power Platform, des sujets larges, des gens brillants, des gens dans le partage. Donc, inscrivez-vous. Moi, j'y serai vendredi pour regarder aussi. J'ai même pris mon congé pour venir voir mes collaborateurs. La semaine prochaine, c'est Philippe sur Strasbourg hein, avec un sujet super SaaS avec je ne sais pas combien de milliards de lignes. Donc, moi, je serai aussi au rendez-vous. Donc, voilà, écoutez, à très bientôt. Et encore merci à vous d'être venus. Salut! Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.